don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Philippe Richer, bienvenue au podcast On Jase Business. Comment ça aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ça va merci. bien? Oui, ça va. Est-ce que c'est ton premier podcast francophone? C'est mon premier podcast. Overall? Oui, Wow! Ouais. Est-ce que c'est stressant? C'est quoi un peu la vibe que tu ressens en ce moment? Curieux, peut-être un Curieux. petit peu. J'ai déjà, on est dans les studios en vol à Winnipeg. Oui. Puis j'ai déjà passé ici parce qu'il y avait Oui. une émission qui faisait sur leur dîner, je crois, avec les demandes à un avocat. Donc, j'ai participé dans c'est pas la première fois que je suis à la radio, mais c'est la première fois que je fais un podcast. Excellent. Ça se ressemble pas mal. Oui. Comment qu'on se connaît pour donner un petit peu plus de contexte? En fait, c'est Yvan Bourgeois, mon ami, qui a acheté une maison à Windsor Park et vous offrez des services de notariat. Oui, c'est ça. On appelle ça service d'immobilier. Alors, Okay. c'est un peu différent du Québec. Dans les provinces common law, tu as des avocats qui font le travail de notaire. OK. Puis, on va pouvoir justement parler de votre éventail de services Yvan, dans l'épisode. Mais oui, donc, j'ai dit, Yvan m'a dit, oui, tu devrais parler avec Philippe. C'est quelqu'un, ils m'ont offert un excellent service. C'est francophone, bilingue. Donc, je trouvais ça super cool. Je pense que, tu sais, ma mission, justement, de venir ici, c'est de mettre de l'avant les entreprises, bilingues, mais francophones. Les entrepreneurs francophones, toi, évidemment, tu proviens du Québec. Puis, tu as décidé d'établir, à Winnipeg. C'est ça. Parle-moi un petit peu de ton background par rapport à ça. Peut-être ton parcours académique, de faire le switch aussi vers Winnipeg. Oui, OK. C'est tout un parcours. Oui. Je ne sais pas si on a assez de temps. On a une heure, mon cher. OK. On va essayer de ne pas tout passer l'heure là-dessus. Ça fait plaisir. Alors, moi, j'ai un parcours pas mal avec des détours pour me rendre ici. Oui. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté le Québec. Je me suis joint à l'armée. J'ai fait ça pendant 8 ans de temps. Je suis sorti de l'armée. J'ai fait de la vente en immobilier. J'étais à Shiloh à cette époque-là, qui est dans l'ouest de la province du Manitoba, qui est à côté de la ville de Brandon. Shiloh, c'était à Brandon, C'est ça. Ouais. Alors, Shiloh, c'est la base militaire qu'il y a là. C'est à ce moment-là que je suis sorti de l'armée. J'ai fait de la vente en immobilier pendant à peu près 4 ans. Je suis retourné à Montréal où j'ai trouvé de l'emploi comme représentant de vente en équipement de manutention. Ma famille était ici, on était un peu séparés. Alors, je suis revenu à Winnipeg pour me rejoindre avec ma famille. Ça a duré un autre 7 ans. Ensuite, mon mariage est tombé à l'eau. Puis, à ce moment-là, j'ai décidé, si je recommence comme j'aimerais recommencer. Alors, moi, j'ai quitté le Québec avec un secondaire 5. Wow. J'ai quasi pas eu mon secondaire 5. Mais je l'ai eu. J'ai le diplôme à la maison pour le prouver. OK. Mais c'est tout ce que j'avais comme éducation. Alors, j'ai toujours voulu faire des études plus avancées. Alors, étant donné que j'étais à une intersection, un choix, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai fait l'application à l'école de droit, puis j'ai fait l'application à l'école d'architecture. Il fallait que je fasse 1 an de première année d'université parce que j'avais aucun crédit universitaire. Non, j'imagine, mais non, un secondaire 5. C'est ça, genre, pas de cégep, rien. Il fallait que je fasse 1 an de base. Alors, je me suis retrouvé dans la salle de classe avec des jeunes de 18 ans. OK. Est-ce que je peux juste te couper par rapport à ça? Ouais. T'avais quel âge à ce temps-là? 36. J'avais double l'âge de mes... C'était comment de faire des travaux d'équipe avec ce genre de personnes? C'était intéressant. C'était une période difficile, moi, dans ma vie, parce que j'étais dans le processus de divorce. Et puis, étudier avec des jeunes de 18 ans qui entrent à l'université. L'université, ça crée l'idée qu'il y a des opportunités incroyables puis sans fin. Oui. Alors, être entouré de ce genre d'optimisme-là, c'était pour moi quelque chose de très thérapeutique. C'était une genre de thérapie d'être là avec ces gens-là. C'était des gens qui avaient de l'ambition, c'était des idéalistes. Ouais. Puis, tu sais, avoir passé à travers un peu de chemin de vie moi-même, je voyais que c'était peut-être pas tout à fait réaliste de eux de croire ça. Mais pour moi, c'était
C'était ce que j'avais besoin. OK. Alors, j'ai adoré ma première année à l'université. Ensuite, j'ai été accepté à l'école de droit. C'est un programme de 3 ans ici. Je suis allé à temps plein. Les étudiants étaient plus âgés à l'école de droit parce qu'à l'école de droit ici, il faut avoir un bac initial avant d'être capable de faire application. De pratiquer le droit. C'est ça. Okay. Non, pas de pratiquer, d'être accepté dans l'école de droit. Quand même, OK. Ouais. La majorité. Ça prend un minimum d'heures de crédit, mais la majorité des gens qui étaient là, c'était des gens qui avaient déjà un bac, soit en psychologie. Une base de baccalauréat. Ouais, OK. c'est ça. Okay. Alors, c'était des bacs qu'il y avait. Alors, c'était plus âgé. Il y avait des gens de mon âge. Il y avait même quelques personnes plus âgées que moi. Alors, je n'étais pas seul. Mais ça aussi, c'était une belle expérience pour moi parce que tu sais, t'étais avec... En général, les gens avaient à peu près 10 ans de moins que moi. Quand même. Puis, je me suis fait des très bons amis à l'école de droit. Ouais, c'était le fun. Tu te retrouves avec de la lecture comme tu peux pas croire. Le travail, on était à l'école de droit les 10h, 11h le soir à étudier les manuels, quoi? Pas les manuels, mais petit common law, c'est tout basé sur la jurisprudence. Okay. Alors, étudier les causes de la Cour suprême, etc. Est-ce que, présentement, tu pourrais pratiquer aussi au Québec ou il faut Non. comme une... OK. Oui, le Québec, ça prend un bac en droit civil. OK. Tandis que tous les autres provinces du Canada, c'est un bac en droit common law, qui est un système de droit complètement différent. Il faudrait qu'il y a l'Université d'Ottawa qui offre un programme de 1 an pour les gens qui ont déjà un bac pour compléter, pour avoir un bac, un double ou un bac en droit civil. Ou si tu commences ton cours de droit, tu peux aller à McGill, puis il offre un programme de 4 ans où ce que tu reçois common law et... OK, mais c'est intéressant pour justement les jeunes étudiants qui nous écoutent. De venir pratiquer à Winnipeg, de partir de ton cabinet, ça a été quoi? Comment tu as analysé l'opportunité d'affaires, je dirais, peut-être de te lancer là? Est-ce que c'est vraiment purement pour être proche de ta famille? Ou il y a un aspect... Oui. Ah, okay. Non. C'est ça la priorité, l'idée de Winnipeg, c'était vraiment parce que ma famille était ici. Alors, les gens me demandent pourquoi je suis à Winnipeg. Exact. Je dis c'est l'amour qui m'a emmené ici. C'est ton amour, Puis c'est les enfants qui m'ont gardé ici. Oui. Donc, mes enfants sont tous ici, mes petits-enfants sont ici, sont à... La personne qui vit le plus loin de moi, c'est moins que 10 minutes, Miranda. On les voit régulièrement. Donc, ma vie est à Winnipeg, que je le veuille ou non, maintenant. Avant qu'on tombe dans justement vos services, qu'est-ce que tu aimes le plus de Winnipeg dans le mode de vie, dans l'aspect de travail? Qu'est-ce que tu préfères? Ce que j'aime de Winnipeg, mode de vie, j'aime... alors, le Québec, c'est une population de quoi? 8, 9 millions maintenant? Environ, ouais. Alors, le Manitoba, c'est 1 million, avec 770 qui se retrouvent à Winnipeg. Alors, si tu veux des espaces ouverts, libres, il y en a. Il y en a en masse. Puis, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Alors, moi, mon chalet est à 1 heure de chez nous, porte à porte. Puis, on est sur un lac. On est sur le lac Winnipeg. On est juste en face. C'est super tranquille. Un grand lac, hein? C'est pas un des grands lacs dans le sens de ceux de l'Ontario. Tu regardes sur la map, c'est... Mais je pense que c'est le 10e plus gros lac au monde, je pense. On va faire un fact-check, mais oui, c'est intéressant. C'est ça, faites pas de fact-check. Oui. Fait que, puis niveau opportunité, je veux dire, niveau compétition, ça ressemble à quoi, concrètement? Tu veux dire la compétition dans le travail? Oui. C'est difficile à dire parce que j'ai pas l'expérience au Québec d'être avocat au Québec. Fait que je peux pas savoir. Je parle plus à Winnipeg précisément. Alors moi, je me suis retrouvé une niche parce que je parle le français. Oui. Puis il y a une communauté francophone au Manitoba quand même assez importante qui se sentent plus confortables de jaser en français. Ou même s'ils viennent, puis ils préfèrent parler en anglais parce que c'est officiel, c'est un avocat. Ils se sentent plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui comprend le français, qui comprend un peu l'historique francophone, la réalité francophone du Manitoba. Souvent, ils vont dire, les francophones viennent me voir, puis on commence en français, ils disent « je préfère parler en anglais parce que c'est des choses dégagent, c'est correct », puis je continue à parler en français. Puis on finit, on fait presque tout l'entrevue en français. OK.
Alors, moi, je me suis retrouvé une niche comme ça, qu'on dessert cette communauté. J'aime ça. Fait que de ce côté-là, il y a des avocats francophones, mais il n'y en a pas énormément. Tu as pu te démarquer de cette manière-là. C'est ça. Puis la majorité des avocats francophones, l'historique des avocats à Winnipeg, dans le temps, on va dans les années 60, c'était les avocats juifs avaient leur quartier, leur cabinet, les avocats anglo-saxons avaient leur cabinet, puis les avocats francophones étaient de ce côté-ci de la Rivière-Rouge, à Saint-Boniface. Alors, les grands cabinets, c'était souvent les grands cabinets anglo-saxons. Puis eux autres n'acceptaient pas les Juifs, n'acceptaient pas les francophones. C'était uniquement... C'était très fermé, là. Oui, c'était très fermé. Évidemment, avec l'avance, l'évolution, à un moment donné, puis surtout les francophones qui ont revendiqué leurs droits au Manitoba, il y a toute une historique pour ça, puis on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais les francophones sont retrouvés comme avoir leur place au sein de la société manitobaine. Les grands cabinets ont commencé à accepter les francophones. Donc, les avocats qui œuvraient à l'époque à Saint-Boniface, ils voulaient tous aller au centre-ville avec des gros cabinets pour être respectés. Oui, il y avait des raisons pour ça. J'imagine. Alors, présentement, il y a des avocats francophones qui travaillent dans des gros cabinets comme ça. Puis il y a moins de francophones qui sont à Saint-Boniface même pour desservir. Pas qu'ils ne desservent pas la communauté francophone. Alain Laurentiel, par exemple, travaille avec Taylor McCaffrey. Lui, il dessert la communauté francophone. Évidemment, mais il est au centre-ville. Il n'est pas à Saint-Boniface. Fait que tu dirais que c'est un gros avantage de parler le français, évidemment d'être bilingue, mais d'apporter ça dans une entreprise, que ce soit au niveau légal, c'est un gros plus peut-être. Bien, pour nous autres, oui, parce que le droit, souvent, c'est les gens viennent nous voir pour faire des testaments ou des successions. C'est quelque chose de très personnel. Alors, ils se sentent à l'aise parler avec un avocat. Je suis certain qu'ils sont à l'aise en parlant avec Alain Laurentiel, parler de leur langue natale, parler leur langue, c'est ça, ou d'avoir quelqu'un qui comprend, ou de venir les gens qui viennent me voir à Saint-Boniface. C'est plus humain. C'est ça, c'est ça. Alors, je peux pas dire que si j'avais, je sais pas moi, un champ de tir, par exemple, comme entreprise, que les francophones se senteraient plus à l'aise de venir me voir. Mais je pense... C'est une théorie, j'ai aucune manière de le prouver, mais je pense que dans le domaine que j'œuvre, c'est un facteur. Oui. Parle-moi un petit peu plus de ton éventail de services que vous offrez justement avec vos clients. OK. Alors, nous, on est fixé, on se place comme avocat de quartier, mais il y a certains domaines qu'on n'offre pas à l'intérieur. Ouais. Alors, on ne fait pas de droit de la famille, par exemple. OK. C'est parce que c'est difficile. C'est une spécialité. Il faut que tu sois dedans régulièrement pour être capable de vraiment desservir cette clientèle-là. Alors, nous, le droit de quartier, on pense à les testaments, les successions, quand les gens décèdent, faire homologuer des testaments. On aide les gens à acheter des maisons, les transferts de titres, enregistrer les hypothèques, etc. On aide aussi, on a un volet commercial corporatif. Ma conjointe, qui est anglophone, c'est son background, c'est le droit commercial. Denis Labossière, un des avocats que j'ai repris la relève, avait un background en droit commercial. Fait qu'on a je pense, c'est 300 registres de minutes qu'on a présentement, qu'on gère pour nos clients. Puis on fait des achats et ventes d'entreprises, des incorporations, puis de la restructuration corporative. OK, ça pourrait être intéressant. Petite parenthèse, parce que, bon, moi, je suis au Québec, mais demain, je ne sais pas la forme juridique de s'incorporer peut-être à Winnipeg ou d'avoir une L. En tout cas, il y a plein de questionnements, mais je me demande, est-ce que tu as eu justement des entreprises peut-être de nos provinces qui voulaient s'implanter ici? Ça ressemble à quoi le processus? C'est assez facile, okay. s'incorporer au Manitoba ou d'enregistrer une société qui existe au Québec, de l'enregistrer ici. Il y a un processus pour le faire. On peut faire, OK, cool. C'est pas mal facile. C'est pas super compliqué. D'ailleurs, on représente des organisations, on travaille souvent avec il y a un cabinet à Longueuil qui nous envoie du travail régulièrement. OK. Alors, on agit comme agent pour eux autres. Ils ont des clients qui achètent des entreprises ici, etc. Donc, on fait du travail avec des cabinets au Québec. OK. Donc, tu as vraiment une clientèle aussi ailleurs. Là.
Est-ce que tu as une envie de peut-être de développer cette clientèle-là ailleurs dans d'autres provinces ou de croître dans ce sens-là? Bien, on fait un peu de marketing pour ça. Alors, on a sur notre page web, on a, on a des pages qui adressent ça. Alors, si quelqu'un fait une recherche en français au Manitoba, ils vont nous retrouver parce qu'il n'y a pas grand cabinet qui font ça. Alors, c'est une partie. Représenter les francophones au Manitoba, c'est niche. Oui. Parce que même si on est connu comme une province bilingue, la réalité est que 90 de la population est anglophone. Denis Michel m'a dit tantôt c'est 5 à Winnipeg, je crois. C'est ça. Alors, il y en a plus maintenant parce qu'il y a des étudiants en immersion qui se considèrent comme francophones. Ouais. On a beaucoup d'immigration aussi. Je ne sais pas si je dirais beaucoup, mais il y a une immigration de francophones ici aussi. Dirais-tu qu'il y a un plus gros pourcentage de gens, si on prend Winnipeg, bilingues? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Parce que j'ai pas l'expérience ailleurs pour dire que ça existe. Je sais que les programmes d'immersion sont très populaires. Oui, de plus en plus. Ma bru, c'est une gagnon. Une franco-manitobaine, excepté que ça fait 2 générations qui ne parlent plus le français. Elle a réappris le français, puis elle enseigne dans un programme d'immersion. Alors, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup des... De plus en plus. Il y a cet engouement-là quand même de vouloir que les parents viennent. Fait qu'une école d'immersion, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est... C'est des cours qui se donnent en anglais et en français. Parfait. Okay. Puis il y en a maintenant que tous les cours, à part le cours d'anglais, se donnent en français. Ouais. Fou. Ouais. J'ai appris quelque chose historique. C'est Caroline Touchette, justement, l'adjointe directrice générale d'Envol. Puis elle m'a dit sa grand-mère... dans les années 60 ou plus 40-50, c'était illégal. Il y avait une loi, je pense, la loi Thorne, peut-être qu'on pourrait en parler, mais qui bloquait l'usage du français ou l'enseignement du français au niveau, je crois, élémentaire, secondaire. Dans toutes les écoles. Dans tous les niveaux. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'était quoi cette loi-là? Alors, le Manitoba... alors là, on rentre dans l'historique. Oui. Alors, le Manitoba a été fondé dans les 2 langues. Oui. Okay? Alors, la constitution provinciale reconnaît les 2 langues. À l'époque, il y avait les métis francophones, il y avait les métis anglophones, puis il y avait les anglophones. Mais la population était pas mal, c'est une balance entre les deux, de 50-50. Ouais. Évidemment, il y a Lou Riel, on a entendu parler de lui. Bon, alors, ils ont créé un gouvernement qui desservait toutes les communautés, si tu voulais, des services en français, puis il y avait toutes les communautés françaises. Ensuite, il y a eu l'immigration de l'Est de l'Europe. Oui. Alors, les Ukrainiens, les Polonais, les Écossais qui sont installés. Puis, la population anglophone a explosé, tandis que la population francophone ne l'a pas fait. Initialement, c'était presque moitié-moitié. C'était moitié-moitié, puis très vite, c'est devenu 90. Vraiment plus, c'est vrai. Puis, à un moment donné, dans les années, je vais dire les 1900, je ne sais pas exactement, ils ont passé une loi pour dire que le français, c'était illégal. Parce qu'ils ne voulaient plus niaiser avec ça. Eux autres, c'était... On est la majorité, on se fout d'eux autres. Ouf. Maintenant, c'est tout en français. Wow. La communauté francophone n'a jamais accepté ceci. Dans les années 90, Georges Forêt, un dénommé Georges Forêt, qui avait, je pense que c'était un courtier d'assurance, il a reçu c'était une contravention, je pense. Puis il a refusé de la payer parce que la contravention n'était pas dans les 2 langues. Puis c'est allé à la Cour suprême. Oh oui? Oui. Hey. La Cour suprême a déclaré en 1988, je crois, en même temps qu'une cause très semblable au Québec, qui a été apportée à la Cour suprême par les anglophones du Québec, pour dire que la Cour suprême a dit qu'au Manitoba, toutes les lois étaient suspendues étaient rendues illégales parce qu'il n'y avait pas de traduction française pour ces lois-là. Oh, OK. Alors, imagine-toi, on est dans un État, l'État, la province du Manitoba, et toutes les lois sont déterminées par la plus haute cour, le plus haut tribunal du pays, comme étant des lois, comme étant non valides. Hey. Ils ont suspendu la décision pendant 1 an pour qu'on ne soit pas dans un vide juridique, pour donner le temps à le gouvernement de traduire les lois.
à ce moment-là, il y a eu une immigration du Québec des traducteurs. Wow! Il y a eu un paquet de traducteurs qui sont installés ici parce qu'il y avait du travail. Il y avait du job à faire, Alors, tout ça, c'est arrivé. Puis ils ont reconnu que le gouvernement provincial avait des responsabilités envers les francophones. La Cour, il devait avoir des juges qui parlaient le français. Alors, ça a tout établi ce genre de... Puis depuis ce temps-là, les francophones se sont vraiment installés, incorporés dans le gouvernement provincial. Tous les départements de gouvernement provincial doivent avoir des francophones pour être capables de desservir la communauté francophone. Est-ce que présentement, tu pourrais dire que les services publics offrent le service de francophonie, de métier de traduction ou mettons, de se faire servir quand on parle au niveau provincial? Alors, quand on fait affaire, c'est ça, quand on fait affaire avec le gouvernement, ils doivent offrir le service en français. Alors, c'est une offre active. On parle d'offre active. Il y a eu un rapport Chartier, qui était un des juges, le juge en chef qui est à la retraite maintenant, avait fait un rapport, puis ils ont déterminé qu'il y avait des régions où les services devaient être offerts en français. Ça marche. C'est pas uniforme, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et puis, suite à ça, il y a la DSFM qui a été créée, qui est la division scolaire francophone du Manitoba, qui dessert tous les francophones au Manitoba. On a des écoles partout dans la province. Alors, il y a tout eu un épanouissement des droits des francophones puis des services offerts aux francophones. Comme je disais tantôt, avant qu'on débute l'entrevue, au Québec, on est dans une petite bulle, dans notre réalité qu'on je sais pas. Puis après, par exemple, moi, je commence à voyager, fait aller arriver dans l'Ouest, puis de voir cette réalité-là, puis de dire que ça a pris dans les années 90 pour reconnaître ça, c'est comme... Il était temps. Oui. C'est quand même très triste là, pour les francophones. Maintenant, c'est la francophonie qu'on dit. Là, on dit, que plutôt que franco-manitobain, mais oui, fait que je sais comme... Pourquoi ça a pris... une contravention pour mettre le doigt sur le bobo. Puis il y a aussi votre nouveau premier ministre, Wab Kinew, qui, je crois, est en train de mettre en place justement la loi pour reconnaître deux langues officielles, dans le fond, de la province, français et anglais, parce qu'en ce moment, c'est l'anglais, la langue officielle. Je ne suis pas tout à fait au courant. Je suis pas tout à fait au courant de ce qui se passe présentement. Là. Ça fait longtemps, je veux dire, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il prend action sérieusement pour que, comme le Nouveau-Brunswick, que ce soit deux langues officielles. Que c'est déjà là, de représenter officiellement. Puis c'est pas fini, cette affaire-là. Hein? Je suis en train de... Moi, j'ai des clients francophones qui viennent maintenant... Alors, j'ai une obligation déontologique maintenant quand les gens viennent me voir puis exigent un service en français. Je dois leur offrir le service en français. Oh, génial. Alors, les transactions immobilières, j'ai des francophones qui parlent presque pas l'anglais. Alors, les immigrants qui viennent ici, il y en a souvent qui parlent presque pas l'anglais. C'est vrai. Puis surtout dans un contexte juridique ou légal, ils ne sont pas confortables en anglais. Ils peuvent faire... alors, ils me demandent de préparer les documents en français. Je prépare les documents en français. Il y a certains documents que je dois envoyer aux représentants de l'acheteur, du vendeur, dépendant de qui je représente. Puis, récemment, on a de la misère qu'il y a des avocats anglophones qui n'acceptent pas nos documents en français. OK. Alors, je suis en train de travailler présentement avec certaines parties. N'accepte pas parce que la version est en française. Parce que c'est en français. Puis les autres ne comprennent pas le français, ils ne veulent pas traduire, puis ils ne veulent pas l'accepter. Nous autres, la position qu'on a de notre, c'est que le français, c'est une langue officielle de la province. Les documents qu'on leur fournit, certains de ces documents, c'est des documents qui sont prescrits par la loi. Oui. La loi est dans les deux langues. Ben, c'est ça. Et le modèle du document est dans les règles. Donc, on est en droit d'offrir ces documents en français. Fait que, il y a un avocat qui a porté plainte contre moi au barreau. Alors ça, il est en train de passer à travers avec tout ça. Clairement, c'est pas fondé. Ils peuvent pas... ça peut être gagné, ça? On n'est pas sorti du bois encore. Je pense qu'on va s'en sortir. Il y a du progrès qui s'est fait, mais ça dure quand même pendant une couple d'années maintenant que j'ai ce problème-là. Et puis, il y a certaines personnes qui prenaient la position que, en fait, le français, la langue de l'offre dictait la langue des documents que les avocats
produisait. Donc, langue de l'offre, donc la langue du cabinet? Non, la langue de l'offre d'achat, le document, OK. Le contrat, la convention d'achat-vente. Détermine. Alors, c'est ça, on travaille à travers. Alors, tout ça pour dire que la situation des francophones au Manitoba est toujours en position de minorité, puis est toujours en une position où ce qu'on doit revendiquer pour... C'est très difficile. Ouais. Juste le droit aussi, j'imagine, autochtone, c'est le même principe de se faire revendiquer. Oui. Right? Oui. C'est ça, c'est tout un autre... un autre volet, ça. Oui, parce qu'il y a quand même une bonne population aussi, là, on s'entend. Là, oui. Ben, la population manitobaine, il y a une grande population autochtone Inchène. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'aimerais qu'on parle maintenant, pendant notre pré-meeting, tu m'avais dit que tu es en train d'acquérir des bureaux, tu as déjà acquis certains bureaux à Winnipeg. Parle-moi un petit peu de ta croissance de 1 puis aux multiples que tu es rendu aujourd'hui. Oui, OK. Fait que j'ai... alors, moi, j'ai commencé en droit. J'ai commencé en droit criminel. J'avais mon propre cabinet en droit criminel. Alors, j'ai fait mon stage. On doit faire un stage en premier. OK. Puis ensuite, je me suis lancé je dis que j'avais un cabinet. J'avais un bureau à l'intérière d'un bureau de quelqu'un d'autre. Puis j'avais un bureau que j'avais acheté au marché aux puces pour 50$. Okay? C'était mon cabinet, ça. Alors, j'avais un cabinet de droit criminel. Puis j'ai fait ça pendant une couple d'années. On peut en parler tout à l'heure peut-être, mais j'ai aimé le droit criminel, mais je ne contrôlais pas assez mon temps, puis je travaillais trop d'heures, puis les fins de semaine, puis j'aimais pas ça. Alors, par hasard, il y a les avocats que je ne connaissais pas, qui étaient à Saint-Boniface, qui cherchaient quelqu'un pour prendre la relève. Ils connaissaient quelqu'un que moi, je connaissais. Et alors, ils nous ont fait l'introduction, puis on s'est présentés les uns les autres. Et puis, on a décidé que oui, ça allait fonctionner. Eux autres voulaient se retirer, puis moi, je me cherchais quelque chose d'autre. Ils m'ont formé pendant à peu près 1 an de temps. Puis ensuite, ils se sont retirés. Alors, les 2 premiers cabinets que j'ai pris, ou les 2 premières pratiques plutôt que j'ai prises, c'était les pratiques à Denis Labassière puis Réal Téphaine. Okay. C'est 2 avocats francophones qui œuvraient depuis... Denis, je pense, c'était 42 ans, puis Réal, au-dessus de 50 ans au Manitoba. Réal était le premier avocat qui a déposé une demande d'homologation à la Cour en français. Okay. À l'époque où ce qu'il n'acceptait pas, c'est... OK. Anyway. Alors, c'était 2 avocats qui voulaient se retirer. J'ai pris la relève d'eux autres pendant une couple d'années. Ça a bien été. Et puis, je me suis dit, bon, ben, j'ai pris la relève de 2 avocats. Je devrais être capable de prendre la relève de d'autres avocats. Alors, j'ai envoyé des lettres à des avocats que je pensais qui arrivaient vers la fin de leur vie. J'ai envoyé peut-être une centaine de lettres, je pense. Je dis leur vie professionnelle. Et puis, j'ai eu comme 3-4 personnes qui ont répondu avec un intérêt. Puis ça a donné suite à des négociations puis des discussions. Puis les autres, vraiment, se cherchaient une porte de sortie. Moi, je leur offrais ça, une porte de sortie. Donc, ça a bien tombé pour eux autres. On a embauché quelques avocats. Alors, aujourd'hui, on se retrouve... Alors, j'ai repris en tout, je pense, c'est 5 pratiques. Puis, on se retrouve aujourd'hui avec 3 locaux, 3 succursales, 3 bureaux. Un à Saint-Boniface, un dans le sud de Winnipeg, puis l'autre à Saint James, qui se trouve à l'ouest de Winnipeg, en sortant de Winnipeg. Tes objectifs 2025 ou pour les prochaines années pour le cabinet, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une bonne question. Il y a les objectifs, puis il y a la réalité. Peut-être objectif, là, il y a l'aspect familial aussi, dans le sens tu vas avoir un équilibre de vie. Mais... C'est ça. Oui. Mais l'objectif d'entreprise, parce qu'on jase business, les objectifs de l'entreprise, c'est l'idée éventuellement, c'est d'avoir 4 ou 5 cabinets bureaux qui desserrent les 4 coins de la ville avec peut-être Saint-Boniface étant la succursale ou les locaux centrales. Principal, oui. Okay. Principal. Donc, l'idée, ça serait de trouver ça. Alors, j'ai 2 des coins, puis j'ai Saint-Boniface. Alors, il y a le nord, puis il y a l'est encore que j'aimerais... Mais il faut que ça donne. Il faut que tu trouves... faut que tu trouves les locaux, il faut que tu trouves l'avocat pour travailler là. Il faut que tu trouves, idéalement, un avocat qui se cherche à s'en sortir. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent tomber en place pour que ça arrive. Puis ça, je ne peux pas vraiment contrôler tout ça. Je peux contrôler certains aspects de ça. Mais l'objectif, éventuellement, ça serait ça, d'avoir les 4 coins, le central, d'être capable de desservir toute la ville. Comme ça. Puis donner... C'est ça.
ambition personnelle, j'imagine, bon, il y a l'aspect de la retraite dont on ne parle pas là, mais dans un futur. Comment tu te prévois? Qu'est-ce que tu veux refaire, peut-être redonner à la société? C'est quoi ton impact que tu veux redonner suite à... C'est quoi ça? Comment, en fait, OK, je vais reposer la question. Comment ton rôle va évoluer au sein de TLR? Là? Ouais. C'est un peu ça la question. Là. OK. Alors, mon rôle a évolué, puis a réévolué, puis a réévolué. Alors, quand j'ai pris les deux pratiques, j'ai fait la formation. C'est moi qui rencontrais tous les clients. J'ai commencé à embaucher des avocats, puis eux autres commençaient à travailler avec eux autres. J'ai ajouté les bureaux, j'ai placé des avocats. Puis je me suis retrouvé à un moment donné où je faisais juste de la gestion. Je faisais plus de rencontres avec les clients, je faisais de la gestion, j'étais encore impliqué dans les discussions pour déterminer quelle est la solution avec les problèmes, etc. Puis je m'occupais de la business, puis tout ça. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans, je pense, du début de la pandémie jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, on a eu, on va en parler probablement tout à l'heure, c'est pas mon sujet favori, mais c'est un sujet important. J'ai eu des problèmes avec mon cabinet, avec les employés au cabinet à Saint-Boniface. Alors, j'ai dû me réimpliquer en tant qu'avocat dans le quotidien. Où est-ce que je me trouve aujourd'hui, présentement? Donc, j'avais un rendez-vous avant de venir ici. J'ai un rendez-vous avec un client après notre rencontre aujourd'hui, notre entretien aujourd'hui. Alors, j'aimerais réévoluer vers la direction de plus de gestion d'entreprise. On n'est pas rendu là encore. On fait encore de la croissance. Je travaille on développe des systèmes qui doivent être développés. On n'avait pas vraiment un bon CRM. On est en train d'en déployer un maintenant. Ça prend du temps à faire des trucs comme ça. Oui, 100%. Fait qu'on travaille là-dessus. On travaille sur nos systèmes. On travaille sur notre marketing. Je travaille avec quelqu'un un contractuel. Oui, bien sûr. Alors, je travaille avec cette organisation-là depuis 1 an. Ça va très bien. Cool. On fait un peu d'annonces à la radio. On considère des annonces à la télévision, etc. Des trucs comme ça. OK. Intéressant. Bien, on pourrait peut-être toucher sur ce point-là. Niveau marketing, évidemment, le podcast, c'est un effort aussi marketing au niveau du contenu qu'on va développer avec toi. Mais je suis curieux, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que c'est des campagnes publicitaires? C'est de la création de contenu? Ça ressemble à quoi, votre stratégie? OK. Alors, notre stratégie marketing, c'est... on a un volet où on fait des Google Ads. Oui. OK. On en fait de ça. Je déteste dépenser de l'argent avec ça. Pourquoi? Parce que souvent, les appels qu'on reçoit, c'est de la merde. Ah, OK. Puis, c'est pas qualifié dans le fond. Oui, c'est supposé être mieux que c'est, puis c'est enrageant, puis Google nous dit tu devrais dépenser plus d'argent que ça. Puis évidemment, Google est dans un conflit d'intérêts énorme parce qu'ils doivent dire à mes compétiteurs la même chose. Hey, regarde, eux autres là-bas, ils dépensent X, Y, Z. Tu devrais dépenser plus d'argent pour ça. Puis qu'est-ce que ça remplit les poches à qui, ça? Google. Google, oui. Alors, ça m'enrage un petit peu, là, mais il faut en faire. Fait qu'on on fait du Google Ads. Ouais. On fait du contenu, marketing de contenu. Oui. Alors, Google My Business, on est souvent là-dedans en train de régénérer du contenu. On fait du Facebook. On fait des webinars régulièrement. Intéressant. Alors, on fait ça sur les sujets normalement sur la planification successorale. Puis récemment, on en a fait un où on faisait de l'éducation pour les gens qui sont nommés exécuteurs. Alors, avec juste un petit budget de 700 $, je pense, on a fait on avait au-dessus de 200 personnes qui se sont enregistrées. Wow. Puis 110 personnes ont participé au webinar. Génial. OK. 110. J'ai jamais eu autant de personnes que ça dans un webinar. Wow. Puis le coût de 700 $, c'est relié à quoi? Facebook. Ah, wow, ouais, génial. C'était juste sur Facebook qu'on a fait ça. Alors, on a des pages, landing page, on fait tout ça, là. On a des choses que les gens peuvent télécharger. On a une liste courriel. On adopte Go High Level présentement. Alors, on fait tout ça à travers ça. Fait qu'on a ce volet-là. Je fais de la radio. Oui. La radio peut me donner, c'est pas parfait, mais ils ont des indications sur le nombre, puis le nombre de visites sur notre site web, parce qu'il y a un tag qu'ils peuvent installer sur notre site web. Fait qu'on a des idées de où est-ce que ça vient de là.
On va faire... on va commencer à... le terme que je cherche, c'est... En anglais, c'est sponsor. C'est... Des commanditaires? Oui, on va commanditer... On va commencer à commanditer des courses. Oh, Alors, excellent. il y en a un dans le sud de Winnipeg, près de Génial. notre bureau dans le sud, Wow. au mois d'octobre, où ce qu'on va faire une commandite là, puis on aimerait Très cool. commencer à, Right. tu sais, les courses de 5-10 km, demi-marathon, Très bonne des trucs idée. comme ça. C'est des choses que j'aime faire, que ma conjointe aussi, on aime faire ça. Donc, quand tu veux faire des Pourquoi projets pas? comme ça, fais des choses que tu aimes. J'adore. Je trouve que votre stratégie marketing est assez innovante puis développée, puis tu sais concrètement c'est quoi. Souvent, bon, les gestionnaires ont un certain poste où ils sont pas vraiment dans les doutés, puis ils comprennent pas, puis c'est délégué à quelqu'un. Mais on dirait que tu as les mains dans la pâte, puis tu comprends justement la stratégie, tu comprends avec qui tu délègues. Est-ce que tu dirais que justement, dans ton industrie, dans ton domaine, puis on prend encore une fois Winnipeg, c'est pas vraiment des stratégies qui sont mises en place au niveau marketing, c'est peut-être plus encore vieux jeu. Trouves-tu Oui. que tu sors du lot par rapport à ça? Oui. Au niveau légal? Je pense que oui, hein, parce Oui, que oui. évidemment, je suis comme, wow, OK, c'est hot, là. Ouais. Il y a des cabinets qui font un excellent travail avec leur marketing. C'est des plus gros cabinets, normalement. Taylor McCaffrey font un excellent travail. J'imagine qu'ils ont quelqu'un sur À l'interne, l'équipe qui peut-être, s'occupe ouais, de ça ouais. à temps plein parce qu'ils ont quand même une grosse... Je pense qu'ils sont Ça doit. 75 avocats, donc ils Ah, ont un ouais, budget ouais, pour ça. c'est sûr. Alors, eux font un excellent travail. Les autres gros cabinets font un travail correct. Ouais. Mais c'est rien qui ressort de l'ordinaire. Non, j'imagine Mais que c'est les plus cabinets, traditionnel, les cabinets de Ouais. notre grandeur, il y en a très peu qui font Ouais. le type de marketing qu'on fait. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est la publicité traditionnelle, tu sais, les bancs de parc, les panneaux Ben, publicitaires à la télévision. C'est les clients. Un avocat, Ouais. les avocats, tu t'installes en quelque part, tu as un client Mm. qui vient. Au fil de temps, c'est des clients qui te reviennent. Puis, Ouais. alors ça évidemment, on demande aux gens de nous référer des clients. Ça joue une grosse partie Oui, de j'imagine. notre marketing, ça aussi. Là, c'est pas quelque chose, Par c'est pas aussi structuré, là. Mais On va toucher le bobo, malheureusement. Ouais. Bon, je vais quand même tourner cette question-là. allons-y. Ben, on je vais- rentre On dedans. rentre dans le sujet. Non, ben, pour vrai, la question que je voulais te poser, c'est au niveau de la culture d'entreprise. Fait que comment tu fais pour sélectionner des bons candidats à l'interne pour employer des bonnes personnes, finalement? Oui, bien ça, c'est difficile. Hein? Oui. Tu demandes à n'importe quel... Je suis persuadé que dans ton expérience avec tous C'est les difficile. podcasts, Oui. si 90 des gens t'ont pas dit ça, il n'y en a pas un chat qui te l'a dit. Le personnel, c'est toujours le plus gros, la plus grosse partie d'un cabinet, c'est la plus grosse partie d'une entreprise. Oui, 100%. C'est le plus gros travail d'une entreprise. Ouais. C'est difficile. Puis récemment, après la pandémie, on en a parlé, j'étais à la Ville de Québec pendant la pandémie, juste Ouais. après. Là. Puis si j'ai pas entendu pénurie de main-d'œuvre une fois, ou 100 fois, j'ai pas entendu une fois. Ouais. Pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'était un gros problème. C'est moins un problème maintenant. OK. On a trouvé un partenaire récemment, un headhunter, Oui. bien sûr. qui nous a trouvé du monde excellent. Alors, on a eu énormément... Ça a été notre plus gros problème pendant des années, de trouver des gens avec qui on pouvait faire confiance, OK. avec les capacités, des gens compétents, des gens loyaux. Ça a été très difficile. On a des raisons pour être optimiste maintenant. On a embauché des gens récemment qui... La majorité démontre... Il y a certainement du progrès sur ce qu'on a eu. Alors... c'est à voir. Il devrait y avoir un autre chapitre à ça, là. Mais pour l'instant, je pense que si on a réussi à trouver une solution pour ce problème-là, là, ça va être un gros obstacle à notre croissance. Donc, on croit franchir ça présentement. OK. Puis si on est capable de franchir ça, puis ça prouve qu'on est capable de trouver du bon monde, je pense que là, vraiment, les opportunités vont pouvoir s'avérer. Quand tu trouves un candidat de potentiel, j'ai les termes anglais, mais au niveau, qu'est-ce que tu valorises le plus? Les soft skills ou les hard skills? Bonne question. C'est une combinaison. Il y a un gars, comment il s'appelle? Il est de Toronto originalement, il fait du coaching. Dan Sullivan. Oui, OK, Okay. ben oui. Alors, tout le monde, dans notre monde, on entend pas. Ouais. Alors, je ne suis pas un super gros fan de Dan Sullivan parce que Dan Sullivan, lui, croit qu'il va vivre jusqu'à 156 ans.
Peut-être, si tu as beaucoup d'argent. Peut-être. Ouais, si tu fais pas grand-chose. Là, mais en tout cas. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit une bêtise une fois que toutes les choses qu'il dit, c'est des bêtises. Oui. Lui a sorti un concept, puis c'était même pas un livre, c'était un livret, un concept, puis c'était, je vais le traduire en français, c'est qui et non comment. Ah, OK. OK? Alors, c'est pas comment fait-on pour faire cette chose-là, c'est qui va faire cette chose-là pour nous. Wow. Puis ça a vraiment changé de la manière que je pense. Je pensais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis si tu lis les articles, puis les livres académiques, tu parles de, tu as un poste, puis tu as juste à remplir le poste, etc. C'est de la bullshit, ça. J'espère que, je ne sais pas si on peut dire ça. Là, on peut dire à 100% ça. Okay. C'est de la bullshit, ça. Parce que si tu n'as pas du bon monde, ça te prend. Puis chaque personne est individuelle, puis a ses capacités, puis ses forces. Il faut que tu trouves les personnes qui sont bons à ça. 100%. Puis si tu n'es pas capable de trouver la personne qui est bon à ça, tu perds ton temps. Puis c'est pas en. Puis comment tu fais pour savoir que la personne est bon à ça? Comment tu fais, exact? Tu t'essayes. Tu le sais pas. Tu t'essayes. Tu poses des questions comme. Alors, nous, on cherchait des postes d'assistante légale. Oui. Alors, les types de questions, donne-nous un exemple d'une situation ou d'un travail que tu faisais dans le passé où ce que c'était tu avais un processus à suivre, puis c'était le même processus que tu devais, puis c'était répétitif. Explique-moi comment tu as vécu ça, puis ça. Fait que tu essaies de les placer dans le travail, le quotidien du travail. Tu leur demandes de te fournir avec pas comment le ferais-tu, mais des exemples de comment tu l'as fait. OK. Puis si tu n'es pas capable de donner des exemples comme tu l'as fait, tu donnes des points pour chaque question. Alors, c'est un pointage qu'on donne pour les questions. On essaie de donner des questions. Puis ceux qui... Quand tu parles d'expérience, finalement. C'est ça. C'est l'expérience. Une situation potentielle. C'est ça, c'est de l'expérience. Parce que tout le monde va dire, si j'étais dans cette situation-là... Mais dans la vraie vie, ça marche pas. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de quand ça n'a pas fonctionné. Donne-moi un exemple qu'une fois que tu as fait des erreurs, comment tu as fait pour... C'est quoi tu as fait pour régler l'erreur? Donne-moi l'exemple de la vraie vie. Même si tu fais tout comme il faut, 75... L'autre chose qu'on faisait, qu'on n'a pas fait récemment, que je veux retourner, c'est qu'on donnait les exercices DISC. Alors, je ne sais pas si tu connais ça, D-I-S-C. Alors, c'est un genre de test de personnalité. Okay. Alors, D, c'est pour la dominance. C'est des gens... un peu le test de couleur, là. Je sais pas personnalités, un peu. Moi, c'est ça, personnalité. Okay. Alors, D, c'est pour dominance. Oui. I, c'est entre gens. Ouais. S, c'est sécurité, puis C, c'est compliance. Ouais. Okay? Alors, chaque personne a si tu crois à ça, là, a certaines tendances. Ça, Moi, mes tendances sont DI, donc j'aime pas me faire contrôler, puis l'entre-gens, j'aime interagir avec les gens. Mon S, sécurité, qui est le répétitif, il n'y en a pas. Je suis pas très bon à ça. Puis mon C, pas haut non plus. Ça veut dire que l'attention aux détails, c'est pas ma force. Alors, tu essaies de trouver des gens que tu sais le type de personne qui fonctionne bien dans ce poste-là. Alors, dans un poste d'assistant légal, par exemple, c'est beaucoup de travail répétitif. On a des processus à suivre, il y a des documents à fournir, à préparer, etc. Il faut que tu suives le processus. Quand on fait entre 200 et 300 transactions immobilières par année, il y a pas mal de documents pour une transaction immobilière. Tu as besoin d'un processus, tu as besoin de quelqu'un qui se sent non seulement à l'aise à l'intérieur de ça, mais qui sont dans leur domaine d'excellence. Donc c'est ça. Puis même si tu as la bonne personne, puis tu réponds aux questions, puis tu vérifies parce qu'on vérifie toutes les références. J'appelle tous les références. Les gens ils ont l'impression que je le mets, mais est-ce qu'ils checkent vraiment? Moi, j'y check. Okay. Tout le temps. Puis les questions que je pose tout le temps, les 3 questions les plus importantes, c'est quelle est la meilleure qualité ou la meilleure force de la personne, quelle est sa plus grosse faiblesse. Puis sur un 1 à 10, 1 étant le pire employé que vous avez eu, 10 étant le meilleur, où se retrouve le candidat? Puis s'ils me disent... Est-ce que les gens répondent honnêtement, tu penses? Oui. Oui? Okay. Si quelqu'un me dit en dessous d'un 8,
J'ai des inquiétudes. Un petit red flag. Oui, Un petit pas red un gros. Ah oui, un gros. Un gros. Un gros. Est-ce Ouais. que tu vas le tester suite à ça? Est-ce que tu vas quand même ou tu dis non? No go. Je prends tout en considération. Oui, j'imagine qu'il y a un contexte. Là. Puis, Ouais. ça dépend de combien de candidats qui sont OK. disponibles, puis quand est-ce qu'on a besoin de quelqu'un dans le poste. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un dans le poste parce qu'on vient juste de perdre des gens, puis on est à court de main-d'œuvre, ou est-ce qu'on embauche quelqu'un pour bâtir? Nice. Donc, Mais c'est intéressant tu sais, d'approcher, de comprendre un petit peu plus ton processus d'embauche. Tu sais, on prend l'exemple de quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, qui est engagé. Comment tu fais pour encourager la culture d'entreprise? Est-ce que vous faites des activités sociales? Est-ce que vous faites tu sais, la fameuse conversation de café au bureau? Est-ce que vous offrez une flexibilité à distance? C'est quoi un peu votre mission d'entreprise par rapport à ça? Alors, on a une parajuriste qui est avec nous depuis 8 ans, là, comme 22 ans. C'est notre parajuriste en immobilier. Elle travaille à la maison la majorité du temps. Ouais. Elle vient au bureau une fois par semaine, juste pour qu'elle soit complètement isolée. Ouais. Elle serait très heureuse d'être complètement isolée. Ah oui, OK. mais elle reconnaît que c'est bon pour elle aussi d'interagir avec des gens, mais pas juste ses chats. Mais la majorité des gens, parce qu'on est au bureau, les gens veulent venir tu sais, c'est des gens plus âgés que moi. Moi, j'ai 56, 57. Normalement, notre clientèle est quand même assez âgée. C'est des gens qui aiment venir au cabinet, au bureau. Donc, on a besoin des gens au bureau. On a besoin de personnes là. Puis, je ne veux pas avoir des gens qui travaillent seuls au bureau. Right. Fait que de ce côté-là. OK. Culture, on essaie d'avoir une culture. Écoute, on essaie d'avoir une culture où on encourage le développement. Oui. On dit toujours aux gens, on ne punit pas les fautes, les erreurs, mais il faut que vous preniez responsabilité de vos erreurs. Aussitôt que vous savez qu'il y a une erreur, c'est pas grave. C'est quoi l'erreur? Venez nous voir immédiatement. Parce qu'à ce moment-là, on peut commencer à régler le problème. Oui. Alors, prenez responsabilité pour vos erreurs. On ne punit pas les erreurs. Si tu fais la même erreur plus qu'une fois ou d'une manière répétitive, bien là, c'est un plus gros problème que nous avons. Mais on ne punit pas alors, on commence avec ça. On a une rencontre une fois par semaine. On le fait par Teams parce qu'on est à plusieurs bureaux. Ouais. Puis on commence toujours la rencontre. Y a-t-il quelqu'un que vous voulez reconnaître qui a fait un bon travail pour vous cette semaine? Puis là, les gens vont dire, oui, j'aimerais remercier Mounia. Elle m'a aidé elle a fait un bon travail. Ces clients-là étaient difficiles. J'aimerais remercier Cheryl qui est venue à notre bureau pour nous aider avec ce projet-là. Okay. J'aimerais reconnaître notre nouvelle Mary Jane qui est sur les téléphones, qui fait un excellent travail. Alors, on fait ce genre pour encourager les gens. Vos rencontres à l'interne, est-ce que vous les faites en français, en anglais? Ça dépend du contrat, En ça anglais. dépend du mandat. OK, en anglais. C'est en anglais parce que la majorité de mon équipe est anglophone. C'est anglophone, pour comprendre que tout le monde comprenne. Oui, parce que nos cabinets, nos bureaux à l'extérieur de Saint-Boniface 100%. ne desservent pas les francophones. Exact. Ouais. Alors, il y a moi et au bureau à Saint-Boniface, je passe, je dirais, plus que 50 de la journée en français. Mon assistante est francophone, Mounia, elle est du Maroc. Donc, quand je jase avec elle, c'est toujours en français. Puis, je jase avec mes clients 50-60 du temps en français. J'adore. Ouais. Pendant la pandémie, il y avait un concept, puis je pense que c'est moins présent en ce moment, le concept du quiet quitting. Je sais pas si tu sais c'est quoi un peu. Oui, right? Je n'ai eu une. OK. Je n'ai eu une. Right? Qui rentre à 9, qui est à 5, qui finit. Ce qui est correct là, selon son contrat, mais ça peut aller vraiment plus loin du genre ta collègue. Elle travaillait parce qu'on avait, pendant la pandémie, on avait des gens qui. Il y avait une rotation. Les gens pouvaient travailler à la maison certains jours de la semaine. Puis je sais que j'en ai. Il y avait des problèmes peut-être par rapport à ça. Je sais que j'en avais une qui ne travaillait pas. OK, mais c'est ça. À la maison. C'est le tracking. Oui. Ouais. Est-ce que tu vis encore ce challenge-là maintenant, post-pandémie, ou c'est beaucoup plus facile à identifier puis de dire, OK, non, il y a un problème? Bien, oui. Alors, les problèmes qu'on a eus sont tous présentés l'été dernier. Alors, on a perdu, sur une période de 6 semaines, on a perdu comme 5 ou 6 personnes. Beaucoup. Okay. C'était pas mal, oui. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, oui. Okay. Alors, je me suis retrouvé, moi, tout seul. Mounia a commencé pendant ce temps-là. Alors, c'était moi puis Mounia. Puis on a remplacé le travail de 4 personnes. C'est bien beau d'engager puis de dire hey, oui, je t'offre cette opportunité d'emploi, j'espère que tu vas grandir, mais en réalité, en affaires, il faut que tu renvoies aussi certaines personnes, malheureusement. Oui. Comment tu abordes ces discussions-là difficiles avec ces gens-là?
Quand c'est le temps de laisser quelqu'un partir, de faire une mise à pied, c'est très direct. Très vite. OK. C'est comme si tu sortais avec quelqu'un puis il faut que tu casses. Tu ne passeras pas par 15 chemins. Right? Non. Il n'y a rien que je peux dire à cette personne-là qui va la rendre plus heureuse ou plus heureux. Alors, la meilleure chose que tu peux faire, c'est que tu le fais vite, clean. Tu dis merci, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Passons à autre chose. Oui. J'ai besoin de tes clés, j'ai besoin de ton ordinateur. Je te souhaite bonne chance. Il n'y a rien que je peux dire à cette personne-là. Elle va être. Mais tu sais, pour se rendre là, je veux dire, il y a des discussions du genre, tu sais, telle chose, il faudrait peut-être que tu adaptes comment ton approche. Il y a des red flags que tu comme règle ça, sinon. Les gens qui se font mettre à pied, il y a seulement qu'une fois qu'on a mis des gens à pied à cause du manque de travail. OK, je comprends. Okay? Alors, ça a été plus difficile parce que c'était du bon monde. Ouais. C'était du bon monde. Je comprends ton... C'est ça. Puis il fallait les laisser partir. C'est pas comme si on ne pouvait pas travailler avec. Alors, ça a été un peu plus difficile. Mais quand tu travailles avec quelqu'un qui fonctionne, qui ne fait pas la chose, ça cause tellement de problèmes garder quelqu'un trop longtemps que tu ne devrais pas garder longtemps. Puis les entrepreneurs, ils savent. Tu le sais quand tu travailles avec quelqu'un que la personne n'est pas bonne. Yep. Puis la majorité, puis moi, je suis aussi coupable que les autres pour l'avoir fait dans le passé. Je ne le fais plus maintenant, j'ai appris ma leçon. Mais le plus de temps que tu prends pour les laisser partir, le plus difficile que c'est récupérer par après. Parce que pendant tout ce temps-là, ils continuent à faire des erreurs ou à ne pas faire les choses comme il faut. Les gens qui doivent travailler avec ces gens-là les détestent. Ils viennent qu'à les haïr parce que eux autres font 2 fois le travail parce qu'il faut qu'ils fassent le travail de ces personnes-là. Ils ne font pas confiance. Je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai laissé quelqu'un partir, puis les gens sont venus me voir et disent merci, ça t'a pris du temps. OK, tout le monde. Parce que les autres aussi autour de toi, bénéficient de ça. Si tu gardes quelqu'un que tu ne devrais pas garder, tu punis les gens que tu veux garder. Je pense qu'on peut prendre l'extrême contraire, du genre, tu as quelqu'un qui est un high performer, qui est excellent, mais qui travaille très bien tout seul, mais avec les autres, il peut pas, tu sais, puis il n'est pas aimé de tout le monde. Peut-être ça t'est déjà arrivé ou potentiellement, comment tu abordes ça? Moi, j'ai jamais eu cette situation-là. C'est pas mieux dans les deux cas. Non, j'imagine que non. J'imagine que non. Puis je sais que je faisais du coaching avant avec des groupes d'avocats. Je sais qu'il y avait, surtout dans un domaine où ce que tu fais du litige, parce que dans le litige, tu sais, c'est une question de personnalité. Exact. Puis souvent, c'est des gens qui sont pas faciles. Ça fait des bons gens, des bons avocats de litige. Je sais que la règle, normalement, est que même si cette personne-là surpasse ses objectifs, la garder, ça cause plus de problèmes que ça le vaut. Puis souvent, la recommandation, c'est après avoir fait les efforts pour avoir corrigé le comportement, que de les laisser partir. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Fait que je pourrais pas le dire. Philippe, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. J'ai 2 dernières questions pour toi. 2 dernières questions que je pose toujours à mes invités. La première étant ta vision du succès. Fait qu'on peut faire en 2 volets, ta vision du succès professionnel et personnel. Oui, OK. Bien, ça a changé pas mal au fil du temps. Personnel, c'est juste être capable de passer du temps avec mes petits-enfants. Mes enfants et mes petits-enfants. On a un chalet. On a acheté le chalet parce que je voulais avoir une place où on peut se réunir. C'est près de la ville. On l'a acheté près de la ville pour que les gens puissent venir régulièrement, plus facilement. J'ai des petits-enfants j'ai commencé à avoir des petits-enfants. Mon plus vieux petit-enfant a 14 mois, donc on commence. Wow. Alors, le succès pour moi, c'est d'être capable de passer du temps en famille, personnellement. Puis professionnellement, un peu la même chose. Je veux dire, je veux travailler, mais je veux... Tu sais, je travaille des longues heures présentement parce que je rencontre des clients. Je m'entraîne pour faire le demi-marathon. Ben, j'ai 56 ans. Quand je fais ma course pour mon travail, ben, je suis comme brûlé à la fin de la journée. Qui ne me donne pas le temps. Puis les petits-enfants se couchent à 7h30. Fait que il y a une fenêtre de temps qui m'échappe. Qui m'échappe, que je n'arrive pas à prendre avantage de voir mes petits-enfants plus souvent parce que j'aimerais les voir plus souvent pendant la semaine même.
Fait que professionnel, ça serait de construire de quoi qui me donne cette flexibilité d'être disponible à 16h, 17h. Même si c'est pour une demi-heure, de passer un peu de temps avec mes petits-enfants. Ben, je pense que oui. Puis je pose cette question-là qui est très large. Puis chaque personne amène son grain de sel par rapport à ça, son expérience. Puis ça dépend aussi de l'âge de la personne que j'ai entrevue. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir le contexte. Fait que j'aime ça que justement tu aies répondu à la question avec ton personnel en premier. Puis après, c'est niaiseux, mais ça en demande beaucoup sur évidemment ta priorité dans ton vie en ce moment, right? Ouais. Très cool. Félicitations pour ton petit Merci. fils, right? Merci. Ouais. Parfait. Dernière question pour toi, mon cher. Si tu avais l'opportunité de parler avec une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te dirais ou conseillerais? Oui, alors on s'est parlé avant la rencontre. C'est pas la première fois qu'on. J'ai pensé à la question. OK. Puis je pense que je t'ai dit la dernière fois humilité. Puis je garde humilité, mais il faut que je passe plus de temps là-dessus. Parfait. Parce que il y a une couple de choses que je vois vraiment différent de ce que je voyais à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, tu n'as pas assez d'expérience pour vraiment comprendre comment les choses vont. Donc, tu dois te fier sur les autres, voir ce que les autres font. Okay. Moi, à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, probablement, je regardais les autres, le succès des autres, puis je me disais, comment que cette personne-là a fait ça? Puis il y a tellement d'auteurs qui parlent de ça, puis il y a tellement de podcasts qui parlent de ça, puis il y a tellement de sites web qui parlent de ça, puis il y a tellement d'influenceurs sur X, Y, Z, Facebook qui parlent de ça. Puis c'est toujours, voici le secret du succès. Tu dois faire A, B, C. La réalité est que, puis j'ai finalement compris ça, la réalité est que chaque personne a leur cheminement à faire. Puis, chaque personne qui a du... Alors, pour commencer, chaque personne que... Si tu prends cette personne-là, tu dis, OK, comment tu as fait pour avoir du succès? Ce que tu n'as pas comme information devant toi, c'est toutes les autres personnes qui ont fait la même chose qui n'ont pas eu de succès. OK. Parce que les gens qui font quelque chose qui n'ont pas de succès disparaissent. C'est vrai. Okay? Les compagnies qui ne fonctionnent plus font faillite et disparaissent. Oui. Fait que quand on regarde autour de nous le monde, puis on voit Apple, puis on voit Google, puis Robert, puis même pas besoin d'aller aussi loin que ça, tu sais, en vite. Ce que tu ne vois pas, c'est toutes les autres personnes qui ont failli. Ouais. Donc, on pense que la solution, cette personne-là a trouvé le secret. Ouais. Où il y a de la chance. Bien, c'est ça que j'allais. C'est... Ce qu'on ne prend pas en considération, c'est la chance qu'on a souvent. Puis quand on passe du temps à regarder les gens qui ont du succès, puis on voit vraiment leur parcours, il y a toujours un événement, un ou deux événements, ou trois, tu sais, ceux qui sont super chanceux, là, qui ont changé leur vie. Puis ce que je dirais à moi-même de 25 ans, c'est tu vas avoir certaines opportunités dans ta vie. Ils n'y arriveront pas souvent. Mais il va y avoir certaines opportunités qui vont avoir assez un effet un impact sur toi que ça va complètement changer ta vie. Il faut que tu sois capable de reconnaître ceci. Ça, c'est la chance qui te donne ça. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment pour être chanceux. On parle ça de hockey tout le temps. Il faut être bon pour être chanceux. Fait que, une fois que l'opportunité est là, que tu la reconnais, tu la prends, évidemment, le travail, puis le comportement, puis comment qu'on fait, c'est de soi. Oui, c'est important, ces choses-là, mais c'est pas aussi important que la chance que tu as eue d'avoir cette opportunité devant toi. Wow. Moi, mon opportunité, c'était 2 avocats à Saint-Boniface qui cherchaient un avocat pour prendre la relève. Puis ils ont parlé avec une personne, Paulette, qui me connaissait, puis savait que moi, je voulais sortir du criminel. Ça, c'est pas le travail qui a fait ça. Non, c'est les connexions. Ça, c'est un impact qui a eu le plus gros impact dans ma vie professionnelle. C'est un coup de téléphone de 5 minutes. Wow! Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais il a fallu que tu sois présent, que tu sois connecté, que ces gens-là te connaissent ou veulent pas. Justement, hey, j'ai une idée. Bien, c'est ça. Le timing. On ne comprend pas comment toutes ces choses-là marchent ensemble. Puis le futur est imprévisible. Oui. Fait qu'il faut qu'on soit assez humble pour reconnaître que quand on a du succès, qu'une grosse partie de ce succès-là, c'est grâce à la chance qu'on a eue. Ouais, 100%. Puis de reconnaître cette chance-là. Puis de ne pas trop se prendre au sérieux.
Évidemment, on a besoin de travailler fort. Puis quand on te donne l'opportunité, si tu fais rien avec, bien, ça va pourrir. Puis une entreprise, à tous les jours, c'est du travail. Une entreprise, c'est toujours brisant quelque part. Fait que moi, mon quotidien, c'est au moins un quart de ma journée, c'est de régler des problèmes. Régler les problèmes. Okay? Mais ça fait partie de la vie, ça. Oui. Ça, c'est si tu es entrepreneur, tu vas faire ça, tu vas toujours avoir ces problèmes-là. Mais ces opportunités-là, il faut que tu les vois, il faut que tu les connaisses, il faut que tu les prennes, puis il faut que tu comprennes c'est quoi. Tu as été chanceux. Je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs où ça s'appelait pas Vestige, Tech Canada. Winnipeg? Oui, à Winnipeg. Okay. À Winnipeg. Okay. Il y avait un gars qui avait une compagnie de construction, un autre, c'était une compagnie de manufacturier, d'une manufacture. En tout cas, on était à peu près une douzaine. Puis, les gens faisaient des tours de table qui parlaient de leur parcours. Il y en a quelques-uns, c'était les enfants des patrons, donc eux autres, c'est les plus chanceux. Mais toutes les personnes qui ont parlé de leur cheminement, comment ils sont retrouvés comme chefs d'entreprise, tout le monde, il y a eu un événement que c'était de la chance. Wow. Le manufacturier, c'était un ingénieur, c'était un jeune ingénieur, il travaillait pour un autre. Le propriétaire est mort soudainement. C'était le seul ingénieur qui était là. Il a repris la relève. Puis lui, parce qu'il était à la bonne place au bon moment, l'autre, le gars qui avait la compagnie de construction, même chose. Il étudiait pour être comptable. Il travaillait là les étés. Le propriétaire l'aimait bien parce que c'était un gars qui travaillait fort. Puis il est devenu malade très vite. Fait qu'il a donné une position plus élevée. Son épouse est devenue... En tout cas, il y avait un autre partenaire qui a fait le shotgun clause dans une entreprise. Oui. Tu es familier avec ça? Oui. OK. Alors... ça, c'est intense comme... Oui. Alors, lui, il ne voulait même pas être là. Ouais. Lui, il voulait retourner aux études puis faire son... Puis l'autre, qui avait des actions, lui, il se pensait intelligent. Il a dit, je vais... Puis il n'a pas donné la bonne valeur aux actions. Il a sous-estimé la valeur des actions. Puis le gars qui étudiait pour être comptable, il a vu ça et il dit, je pense pas qu'il comprend comment ça marche, ça, une shotgun clause. Parce que ce qu'il m'a donné, j'ai dit, je l'ai accepté. J'ai retourné, j'ai dit, non, je vais acheter tes parts pour le main. Puis il est devenu propriétaire d'une compagnie de construction. Incroyable. Fait que c'est vraiment, tu dirais que c'est un mix de chance, de timing, de positionnement? Bien, chance, timing, c'est la même chose. Il faut que tu sois à la bonne place au moment. Il faut que tu sois chanceux. Maintenant, tout le monde peut être chanceux. Oui. Les opportunités, c'est pas... Tu sais, ils viendront pas à tous les semaines, ils ne viendront pas à tous les mois, mais une fois de temps en temps, dans ta vie, tu vas en avoir 2 ou 3 grosses opportunités. Ouais. Prends ta chance avec ça. Saute dessus. Essaye-le, même si tu n'es pas sûr. Bien, étudie. Reconnais que c'est une opportunité. Souvent, ça va... Tu n'auras pas besoin de le reconnaître. Tu vas dire... Maudit, ça vaut... Oui, je veux poursuivre parce que c'est... Puis, mais ça, c'est difficile à ce moment-là voir l'impact que ça va avoir dans ta vie. Quand tu réexamines ça, 6 ans, 10 ans plus tard, tu regardes dans le passé, tu dis, ça a été un événement... Un autre gros événement pour moi. Puis c'était peut-être pas chanceux, mais c'était quand j'ai envoyé les lettres à tous les autres avocats, de dire... Mon quotidien, c'était pas ça. Mon quotidien, c'était rencontrer des clients. Puis à un moment donné, je dis, je vais faire ce projet-là, je vais envoyer des lettres. Rédiger la lettre, ça m'a pris 5 minutes. Okay? Dire à mon adjointe, je dis, OK, je veux que tu ailles sur la liste des avocats parce qu'elle est publique. Ouais. Trouve-moi tous les avocats qui ont été admis au barreau avant de cette date ou avant, puis fais-moi une liste. J'ai pris la liste, je dis, OK, envoie cette lettre-là à c'était 50 100 là. Un projet, une petite affaire, ça a un gros impact. Fait que tu sais jamais c'est quoi qui va avoir l'impact. Tu sais, essaye beaucoup de choses. Ça, je pense que c'est dans la conscience des entrepreneurs maintenant. Mais moi, quand je regarde dans ma propre entreprise, les choses qui ont eu un impact important, j'essaye des choses régulièrement, puis la majorité, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne à peine. Mais de temps en temps, tu as un projet qui fonctionne, puis là, tout à coup, boum, ça ouvre un volet qui te devient... Puis là, tu es capable de desservir cette communauté-là que tu ne pouvais pas desservir ou ce type de client-là que tu ne pouvais pas desservir avant. Alors, tu sais, pense aux petits moments
qui ont un gros impact, pense à la chance, sois humble, puis profite-en quand tu peux. Tellement. J'adore ta réponse. Puis, tu sais, je trouve que on a souvent, tu sais, l'expression paralyse par analyse ou analyse par... Tu sais, paralysé parce que tu analyses trop ou tu étudies trop une situation, c'est bien, tu sais, évidemment, prends pas un coup de tête, genre, oui, j'investis 100 000 sur des watts, là. Tu sais, mais si ça fait du sens, puis tu te dis, non, mon niveau de risque, c'est quoi dans le pire des cas? Qu'est-ce qui peut arriver? Dans le pire des cas, je suis là, c'est-tu faisable, c'est-tu viable? Ouais, OK, ben essaye-le, puis même que je parlais avec Denis tantôt, je disais, je pense que chaque entrepreneur, en fait, chaque personne devrait essayer un parcours entrepreneurial, tu sais, d'essayer de partir un sideline, quelque chose, juste pour voir, est-ce que c'est fait pour moi ou ce n'est pas fait pour toi? Si c'est pas fait, tant mieux, mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Puis une opportunité quelconque, tu sautes là-dedans, tu as une entreprise qui t'approche, hey, je vais essayer ça. Ah, pas grave, mais au moins, tu l'as essayé. Puis peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans l'entreprise qui va te faire découvrir d'autres choses, qui peut te partir d'une boîte. Tout est. C'est quelqu'un qui essaye, il va avancer beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas sûr, là, qui ne fait rien, en fait. Là. C'est normal. Alors, si tu ne prends pas avantage d'aucune des opportunités qui viennent, ben, tu sais exactement ce que tu vas avoir, ton futur. Ton futur va être exactement comme ton présent l'est. Right? Si tu es chanceux avec ta santé. Si tu n'es pas chanceux avec ta santé, tout bad. Ça, c'est une autre variable. En plus, ça, c'est une autre variable. Mais puis souvent, les choses, c'est essaye. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être super planifié. Essaye-les pendant... Tu sais, surtout que ça n'a pas besoin... À l'intérieur d'une entreprise, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super... un gros projet. Fais juste essayer quelque chose. Mets-le en place. Alors, moi, j'avais une structure de paiement pour les testaments qui ne fonctionnait pas. Puis là, à un moment donné, je dis, pourquoi qu'on ne le fait pas comme ça au lieu? Puis, je sais pas. Je dis, fait que j'étais une fin de semaine. J'allais aux États avec mon épouse. Dans la voiture, on parlait de ça. J'ai dit, fais une liste. J'ai dit, on va faire ça, puis ça. Puis ça, on va dire que ça vaut ça. Puis ça, on va dire que ça vaut ça. Qu'est-ce que tu penses? Je vais l'essayer, moi, parce que j'étais à St. James à cette époque-là. Je rencontrais les clients. Je dis, je vais l'essayer à mon bureau. Puis là, tout à coup, boum, ça a ouvert les portes à beaucoup plus de clientèle qui venait nous voir pour ce type de service-là, parce qu'on a changé de la manière qu'on le... Alors, si les gens veulent quelque chose de super simple, c'est cheap. C'est pas cher. C'est prix modique. S'ils veulent quelque chose de plus compliqué, ça va être plus cher. Exact. Fait que les gens, tout à coup, ça a ouvert la porte à beaucoup plus de clientèle qui nous trouvait trop niché peut-être ou trop... C'est ça. On n'avait pas assez de variété. C'est soit A ou B. Mais là, est-ce qu'on peut aller dans le gris un peu, d'offrir... Mais c'est fun, ça, de s'ouvrir à cette clientèle-là, justement, qui n'a peut-être pas besoin d'autant de... Puis ça c'était un projet d'une fin de semaine que j'ai essayé. Puis l'essai, ça a duré 1 mois, 2 mois. Ça a bien fonctionné. Ça a super bien fonctionné dans notre bureau à St. James. On l'a placé à travers le cabinet. Puis depuis ce temps-là, le côté planification successorale, ça a explosé. Incroyable. Philippe, ça a été un vrai plaisir d'apprendre à te connaître davantage. On a fait un petit 30 minutes ensemble, mais là, de faire 1h10, quand même, ça passait vite. J'avais plein d'autres questions aussi. On aurait pu faire une autre entrevue. Ça fait mon prochain point. Je fais toujours un part 2, donc une deuxième partie dans 6 mois avec mes invités, à savoir les nouveautés, l'expansion, les nouveaux projets qui se sont implantés dans l'entreprise. Fait que si tu es partant, tu es toujours le bienvenu, au studio en vol. Donc, ça me fait plaisir. As-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Oui. Okay. C'est mieux que la radio. Podcast, right? Je peux dire bullshit. Oui, tu peux dire, on parle pour vrai, sans filtre. Puis les gens ils disent, je peux-tu sacrer? Hey, sac le nombre de fois que tu veux, mon cher. Vas-y. Parce que c'est le fun. Je veux dire, c'est plus humain. Puis l'aspect du podcast, c'est de mettre l'humain derrière l'entreprise de l'avant. C'est un peu ça. Right? Fait que, merci encore pour ton passage. On se revoit dans 6 mois, mon cher. Puis merci beaucoup pour ton temps. Ce fut un plaisir. Vraiment. J'aime toujours utiliser le passé simple quand je peux. Ça fut un plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.